Chapitre 7, l'action en justice. Premier point, les conditions pour agir en justice. L'action en justice est là pour but de faire respecter des droits subjectifs. C'est un droit dont chacun peut user librement, mais l'abus de ce droit est condamnable. En clair, quand tu as l'intention de nuire et que ton action, elle n'est pas fondée. Pour pouvoir agir en justice, tu dois avoir un intérêt à agir, la qualité à agir et la capacité à agir. L'intérêt à agir, c'est l'intérêt à défendre tes droits. Il doit être légitime, né et actuel, c'est-à-dire existant. Il faut aussi qu'il soit personnel et direct. Par exemple, si ton voisin te cambriole, tu as légitimement le droit de te défendre pour demander des dommages et intérêts. Par contre, tu ne peux pas poursuivre ton voisin si, à cause de ce cambriolage, tu t'es disputé avec ton conjoint et tu as divorcé. Parce que là, l'intérêt n'est pas directement lié au cambriolage. La qualité à agir. Ont la qualité pour agir le titulaire du droit, ses héritiers, ses créanciers et ses représentants légaux. En clair, si tu te fais cambrioler, tu es titulaire du droit de demander réparation pour ce préjudice. Et si tu décèdes, tes héritiers pourront, en ton nom, demander réparation. Et pour la capacité à agir, eh bien, seules les personnes physiques, donc comme toi et moi, qui sont capables, et les personnes morales, les entreprises, qui sont représentées par leurs dirigeants, peuvent agir en justice. Donc par exemple, les mineurs ne peuvent pas agir en justice. Point suivant, la procédure judiciaire. La justice, c'est un service public financé par l'impôt. Mais le principe de gratuité de la justice, il n'est pas absolu. Parce que engager un procès, ça génère des frais, comme les honoraires d'avocat, d'huissier de justice, de commissaire de justice maintenant, et d'experts judiciaires. Les parties qui ont des ressources limitées, elles peuvent bénéficier de l'aide juridictionnelle où l'État prend en charge totalement ou partiellement les frais de justice. La procédure judiciaire, elle a 4 caractères essentiels. Elle est contradictoire, c'est-à-dire qu'on ne peut être jugé qu'après avoir été entendu ou appelé, et on a le droit d'organiser sa défense. Elle est orale, c'est-à-dire que les débats se font à l'oral. Hop hop hop! Si cette vidéo te plaît, sache qu'elle est issue de ma formation sur le DCG-DSCG. Sur cette formation, tu y retrouves toutes les vidéos de tous les cours, mais aussi tous les cours en audio et en PDF. Et puis évidemment, tout est mis à jour régulièrement. Et puis c'est même pas tout. Tu vas y retrouver des vidéos bonus pour t'aider à préparer efficacement ton épreuve, des fiches de révision, des flashcards et un accès direct pour me contacter si tu as besoin d'aide. L'aide, ça peut être t'expliquer ou te réexpliquer un point du cours que t'as pas bien compris, aborder avec toi un sujet complémentaire qui n'est pas disponible en vidéo parce que tu veux approfondir un cas particulier par exemple, te guider dans ton planning de révision, ou même analyser avec toi une correction d'exercice que tu n'arrives pas à comprendre. Alors si tu veux profiter de l'intégralité du cours et de tous les avantages qui vont avec, clique sur le premier lien en description et rejoins-moi. Allez, on retourne au cours maintenant. Elle est formaliste, c'est-à-dire qu'il y a des formalités à respecter, et le juge et les parties ont chacun leur rôle. Le juge y veille au bon déroulement de la procédure, mais les parties sont les initiateurs de cette procédure. Ce sont eux qui la font démarrer et qui peuvent l'arrêter avant que le procès n'ait lieu. Point suivant, le déroulement de l'instance. La première étape, c'est l'introduction de l'instance. Ça commence par l'assignation en justice, qui est un acte d'huissier où le demandeur, celui qui demande à faire appel à la justice, cite son adversaire devant le tribunal. Le défendeur, donc l'adversaire, doit comparaître, c'est-à-dire qu'il est convoqué et doit présenter ses arguments. La deuxième étape, c'est la saisine du tribunal. Une copie de l'assignation en justice est donnée au tribunal qui se prépare à travailler sur l'affaire. Et la troisième étape, c'est l'instruction. Un juge spécialisé se met sur l'affaire pour la préparer. Au cours de cette phase, les parties doivent donner leurs arguments au juge, mais aussi à l'autre partie pour pouvoir se préparer au débat. La quatrième étape, c'est l'audience. Là, les parties elles se présentent devant le juge pour le procès. Et un procès, en fait, c'est un grand débat où tout le monde donne sa version et ses arguments. La cinquième et dernière étape, c'est la clôture des débats.
l'affaire elle est mise en délibéré, c'est-à-dire que le tribunal il se laisse un petit délai pour réfléchir avant de prononcer le jugement. Il existe deux procédures particulières, la procédure de référé et la procédure d'injonction de payer. La procédure de référé, c'est quand le président, saisi par une assignation, entend les parties et rend sa décision très rapidement sous la forme d'une ordonnance qui s'exécute immédiatement. Ça permet de faire les choses rapidement et simplement pour les petites affaires. Et puis la procédure d'injonction de payer, c'est une demande simplifiée pour obtenir le paiement d'une dette. Par exemple, si ton voisin te doit 5 000 € mais qu'il refuse de te payer, eh ben, tu vas en justice pour obtenir le paiement via cette procédure. Point suivant, les effets du jugement. Les décisions qui sont rendues, elles ont autorité de la chose jugée et force exécutoire. Autorité de la chose jugée, ça veut dire qu'on ne peut plus revenir sur le jugement, mis à part avec des voies de recours qui sont prévues. Et la force exécutoire, ça veut dire que le jugement doit s'exécuter et que pour ça, on peut avoir recours à la force publique. Par exemple, si ton voisin condamné ne veut toujours pas payer, eh ben on va venir saisir ses comptes bancaires.